Bonjour à tous, bienvenue pour notre nouveau webinaire consacré à la création Delphi FMX 3D, où nous allons parler avec Grégory Bercéger principalement de 3D sous FMX. Mais donc concernant les questions, n'hésitez pas. Alors je me présente rapidement, moi je suis responsable commercial pour la société Barnstein, donc des produits Embarcadero depuis plus de 3 ans maintenant. Donc je vais faire un bref récapitulatif, mais moi j'aime passer pendant plusieurs années de développeur informatique où j'ai créé ma société également il y a quelques années aux Pays-Bas avec énormément de relations entre le Benelux et la France, d'où en fait mon attrait après plus tard avec la société Barnstein. Et voilà. Alors je vais parler par contre beaucoup plus de Grégory Bercéger avec qui on va avoir la chance de participer à cette session technique. Grégory, qui est donc nouveau MVP Delphi, c'est tout frais, donc depuis quelques jours ou quelques semaines. Donc voilà, on a communiqué un petit peu par rapport à ça. Vous trouverez ici ses coordonnées, donc son site web, adresse email. N'hésitez pas à le contacter suite à cette session si vous avez des questions. Alors, Grégory, il est actif depuis pas mal de temps, en fait, sur la communauté, dans différents forums, un petit peu partout sur le net. Et puis, il est connu aussi pour, j'espère que vous allez voir la page que je vais afficher là, de suite, pour avoir participé, en fait, il y a 2 ans à une compétition d'Embarcadero qui consistait justement à utiliser pour la NASA, une application qui utilisait des fonctionnalités REST, mais les API de la NASA. Et puis, alors, il y avait tout un tas de choses. Vous pouvez le contacter si vous avez des questions. Ce qui est important de, de voir, c'est que en fait, on a eu un MVP, donc un développeur français qui a eu le deuxième prix. Et donc voilà, avec l'application qu'il a proposée, donc il y a à peu près 2 ans de ça maintenant. Donc n'hésitez pas à lui poser toutes ces questions, que ce soit technique ou Grégory est totalement disponible pour répondre à ça. C'est pas la session d'aujourd'hui, mais c'était juste pour rappeler parce que c'est assez sympa d'avoir un MVP, un développeur français reconnu au niveau international. Alors, pour reparler de notre société Barnstein. Le siège social est donc à Haarlem, aux Pays-Bas. Historiquement, notre société est donc représentante Embarcadero depuis une dizaine d'années au Benelux. Donc le siège social se trouve à côté d'Amsterdam, dans notre magnifique ville d'Haarlem. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite tous à venir nous voir. C'est un petit peu la Côte d'Azur des Pays-Bas. Même si on parle de la mer du Nord, donc on n'est pas complètement dans les mêmes températures. Mais donc voilà, j'invite tout le monde à venir nous passer un petit bonjour dans nos bureaux à Haarlem. Et pour reparler du choix en fait d'Embarcadero pour notre société Barnstein, c'est que pour ceux qui connaissent un petit peu les MVP Embarcadero et qui ont contact avec eux au niveau international, il y a énormément d'MVP actifs aux Pays-Bas et au Benelux. Et c'est pas en fait c'est lié bien sûr justement à l'investissement de la société Barnstein et de mes collègues aux Pays-Bas pour tout ce qu'ils font justement pour les produits Embarcadero depuis pas mal d'années. Et il faut savoir qu'il y a justement du personnel Borland qui existe chez nous, qui était au support technique, qui était au marketing, etc. Donc d'où le choix d'Embarcadero pour notre société. On s'occupe du marketing, de la formation, de tout un tas de choses, du réinvestissement justement dans les programmes scolaires et de Delphi et C++ Builder dans les écoles. On en a parlé ces 2 dernières années. Souvent on nous pose la question quant à la pérennité du produit. C'est une évidence que ça passe par là justement. J'en parlerai un petit peu à la fin de ma présentation. Ça ne durera pas trop longtemps. Et puis, juste pour parler justement du support technique et des choses qui sont disponibles, il y a un support technique Embarcadero qui existe en Europe, qui se fait en anglais, mais pour toute question technique, vous pouvez vous adresser directement à nous. On vous répondra en français, quelle que soit la question, pour des questions commerciales, mais aussi techniques. Suite à ça, en fait, nous, on est en relation justement avec des MVP ou des sociétés de services avec Delphi ou C++ Builder,
qui sont à même de répondre à pas mal de questions qui sont hors cadre du support technique. Par exemple, des migrations, des choses comme ça arrive régulièrement. Pour revenir un petit peu sur ce que fait Embarcadero et ce qui s'est passé ces dernières années, donc Embarcadero a été racheté par la société Idera donc en 2015, et on s'aperçoit qu'Idera regroupe énormément de sociétés dans l'IT. Donc on est représentant également de Sencha, et donc pour ceux qui connaissent le framework XJS. Donc on a fait pas mal de présentations là-dessus aussi. Voilà, si vous avez des questions, je peux pas faire toute la présentation et tout le webinaire là-dessus, mais c'est important de rappeler qu'il y a énormément de sociétés dans le groupe Idera qui sont liées. Et on s'aperçoit aussi que justement Delphi, C++ Builder et les produits Sencha sont de plus en plus liés techniquement également. Donc voilà, je vous invite à regarder les sites web pour voir ce qui se fait, à nous poser des questions directes si vous en avez. Tu m'entends ? Oui, c'est bon. Vous m'entendez ? Ok. Tu m'entends ? Super, je t'entends très bien. Je te laisse faire la présentation et alors éventuellement peut-être avec quelques interruptions s'il y a des questions, et sinon on les garde pour la fin. Voilà. Ok, ça marche. Mais bonjour à toutes et tous. Donc voilà, je suis Grégory Berceger. Je développe avec Delphi depuis de nombreuses années maintenant. Au début au niveau professionnel et puis aussi au niveau particulier. Maintenant, c'est essentiellement au niveau particulier même. Et pendant mes temps libres, voilà, je explore un petit peu la 3D. Donc je l'avais fait il y a un certain temps avec OpenGL, avec DirectX aussi, toujours avec Delphi. Et puis depuis que FireMonkey est sorti, il y a des composants 3D qui ont été fournis avec. Donc j'ai commencé à jouer un petit peu avec ces composants 3D. Et puis voilà, donc j'ai proposé cette petite démonstration aujourd'hui. Alors la démonstration, en fait, elle a été bien détaillée sur le site développé.com. Je ne sais pas s'il y en a qui fréquentent ce site, mais j'avais fait une petite série de tutoriels déjà dessus. Et du coup, j'ai fait un petit condensé là pour ce webinaire avec une autre île que celle qui est présentée sur le site développé. Et voilà, donc je vous propose, on va commencer tout de suite. Alors, il y a pas beaucoup de temps, donc il y aura, ne vous inquiétez pas, on va pas trop faire de maths. Il y en aura un tout petit peu, mais pas trop. On va essayer de faire assez simple. Hop. Alors, on va commencer par créer donc le thème, c'est créer un décor extérieur. L'objectif final, ça peut être par exemple pour faire un petit jeu vidéo. Pour créer un décor extérieur, on va utiliser une technique qui s'appelle le champ de hauteur ou AIMAP en anglais. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une image, là j'en ai pris en noir et blanc, avec des dégradés de gris où chaque pixel de l'image va représenter un sommet. Un objet 3D, ça va être un ensemble de mailles. Donc, les mailles, ça va être des triangles pour les cartes graphiques. Donc, chaque sommet sera représenté par un pixel. Et la couleur du pixel va indiquer la hauteur du sommet. Plus le pixel sera clair, plus le sommet sera haut. Si le pixel est noir, le sommet sera bas. On va voir ça tout de suite dans une première petite démonstration. Je vais passer directement à Delphi. Hop. Toutes les démos que je vais présenter, je vous montrerai à la fin. Tout est présent, les codes sources sur mon GitHub. Alors, la première application, la première démo, c'est celle-là, donc un écran. Oui, je parle en FireMonkey, donc c'est forcément une application multi-périphérique. J'ai posé sur ma fiche, vous voyez le formulaire n'est pas très compliqué, un composant Viewport 3D qu'on retrouve dans la rubrique, je ne sais plus comment s'appelle la rubrique, je crois que c'est voilà, les scènes 3D, forme 3D, couche 3D. On va se servir de ces composants-là, donc forme 3D et scène 3D. Le composant Viewport, il est aligné sur toute la surface du formulaire et il contient un objet
mesh, donc un T-mesh, qu'on va générer via le code, en fait. Le T-mesh, c'est un objet 3D qui peut être complexe, qui est justement un ensemble de maillages, un ensemble de polygones formant un objet 3D. On le verra juste après. J'ai mis une petite animation pour faire tourner le T-mesh quand on va exécuter le code. Donc le code en lui-même, on va s'appuyer donc sur une image qu'on appelle IMAP. Alors l'image, elle est, hop, je vais vous la montrer. Celle de ce premier exemple est toute simple, puisqu'elle fait que 10 pixels sur 10 pixels. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, c'est juste des carrés, des pixels noirs, des pixels gris, des pixels blancs, pour indiquer voilà, différentes hauteurs de sommet. Donc quelque chose de très simple, que j'ai intégré sous forme de ressources au projet, là. Ici, elle est là, mon image, dans les ressources. Pourquoi dans les ressources? C'est qu'à la fin, en fait, il va y avoir plusieurs démonstrations. Et à la fin, la démo finale, je vous montrerai évidemment sur mon ordinateur là, qui tourne sous Windows 10, mais aussi sur Android. Et comme ça, le fait d'avoir les images dans les ressources, ça fait certes un binaire plus volumineux, plus gros, mais au moment du déploiement de l'application sur le smartphone, j'ai pas besoin de déployer les images aussi sur le téléphone. Tout est intégré dans l'exécutable. Alors, le schéma là de le squelette de mon application est tout simple. Hein, dans le form create, je vais appeler une fonction, enfin une procédure qui s'appelle charger texture, qui est juste ici. Je charge dans un bitmap en mémoire l'image de la ressource. Et après, j'appelle une procédure qui va me créer. Alors, j'ai appelé créer île, mais on va créer le IMAP. L'île, on la verra un peu plus loin, mais c'est les bases de l'île, en fait. Et elle va prendre, en fait, un nombre en paramètres. C'est le nombre de subdivisions. Mon image, telle que je l'ai fait, ma scène 3D sera forcément carrée. Voilà, parce que je pars, en fait, d'un composant T-plane. Je peux vous montrer un T-plane en 3D. Si je pose le T-plane, voilà, c'est juste un plan. Je peux agrandir un petit peu en hauteur et en largeur. Voilà, c'est un plan en 3D qu'on peut évidemment orienter comme on veut. Hop, j'arrive pas à prendre. Voilà, on peut l'orienter dans l'environnement comme on souhaite. Ce T-plane, en fait, il a des propriétés subdivision height et subdivision width qu'on va utiliser. Là, par défaut, il n'en a qu'une. Ça veut dire que c'est juste un simple rectangle. Hein. On pourrait le subdiviser en 10 en hauteur et 10 en largeur. Et là, en fait, ça correspondrait à un 10 par 10. On pourrait y appliquer mon image IMAP qui fait 10 pixels sur 10 pixels. On aurait comme ça, chaque pixel de l'image IMAP correspondrait à un sommet du maillage. C'est ce qu'on va faire, c'est ce que je vais faire ici, en fait, mais de manière dynamique. J'ai le T-plane, un objet T-plane que je crée ici, j'instancie ici. Je lui passe un nombre de subdivisions en hauteur et en largeur. C'est le nombre de subdivisions qui est passé en paramètre à la fonction. Et ensuite, je crée un objet tMeshData, qui va permettre de récupérer en fait l'objet tMesh est assez complexe. Il a toutes les coordonnées des différents maillages. Il a plein d'autres informations aussi. Là, on ne le crée pas de rien. On va le créer à partir du T-plane, puisque le T-plane est un objet qui hérite du T-custom mesh en fait. Tout ceci, on aura ainsi l'information dans data. On va avoir toutes les informations du T-plane qu'on va pouvoir mettre dans notre T-mesh. Ensuite, on va du coup là dans cette petite procédure, j'ai un T-bitmap submap qui correspond à l'image de mon champ de hauteur. Donc je le crée.
avec les bonnes dimensions correspondantes à mon image IMAP. J'assigne le contenu de ma bitmap dans ce submap là, dans ce bitmap là. Et après, là, on accède en fait aux différentes informations du bitmap. On va parcourir le maillage du T-plane qu'on a créé et associé au T-mesh. Là, on va parcourir toutes les mailles pour en fait récupérer, avoir accès à toutes les coordonnées des sommets. Et pour chaque coordonnée de sommet, on va aller regarder la couleur du pixel de notre IMAP. Là, on peut mettre ce qu'on veut, si on peut faire autre chose que ça. Moi, mon image IMAP est en noir et blanc. Je prends le canal rouge, le canal vert, le canal bleu. Je fais l'addition en fait de ça et ça va me donner, c'est purement arbitraire, hein, mais ça va me donner une hauteur que je vais affecter en fait à la coordonnée correspondant à la hauteur de mon sommet. Une fois qu'on est passé sur toutes les mailles, on a placé la coordonnée de la hauteur sur toutes les mailles, on va appeler cette fonction-là qui permet en fait de calculer, de remettre à jour tous les vecteurs binominaux. Ce sont des informations qui sont aussi contenues dans le T-mesh. C'est pour savoir, par exemple, comment va réagir la lumière sur telle ou telle maille de notre objet. Ensuite, on taille notre mesh, on lui donne une échelle, celle qu'on souhaite. Et puis, on assigne là, j'assigne les données qui sont de type T-mesh data à l'objet mesh 1. Alors là, j'étais un peu feignant, j'ai pas renommé les composants, mais voilà, c'est l'objet T-mesh. On lui assigne toutes les données. On libère évidemment le bitmap sur lequel j'ai travaillé en mémoire et on libère les autres ressources. Et il y a donc ici une petite animation associée au T-mesh qui ne fait qu'une rotation sur l'axe Z, donc une animation qui tourne indéfiniment sur 360 degrés, voilà, à chaque itération, et ça donne ceci. Donc on regarde la petite IMAP qui était là, hop, modifiée. Donc voilà, le T-plane, je l'avais dimensionné ici dans Creil un carré de 10 sur 10, donc on l'avait subdivisé en 10 en largeur et 10 en hauteur, et ça donne du coup cette vue en 3D, notre T-plane avec des sommets plus élevés là où il y avait les points blancs sur l'image, et les points les plus bas sont là où il y avait les pixels noirs. Voilà la base du IMAP. Voilà. On va passer à la deuxième démo qui va être la même chose. Hein, les démos s'enchaînent. Donc le code source de la démo 1 va être repris dans la démo 2 et complété dans la démo 2. Hop. La démo 2, on va retrouver les mêmes informations. L'IMAP a changé. Elle est un peu plus grande pour avoir quelque chose d'un peu plus joli. Hop. Voilà, l'IMAP 2, c'est une image de 256 pixels sur 256 cette fois-ci, avec une autre forme de relief. Elle est elle aussi placée dans les ressources du projet. C'est celle-là. C'est le même principe que tout à l'heure. On retrouve dans le form create, le chargé texture, c'est le même. Créer, c'est exactement le même aussi. C'est la même manière de créer le mesh à partir du T-plane lui-même issu de l'image IMAP. La nouveauté ici, c'est qu'on va, si je l'affiche comme ça, j'ai rajouté une caméra. Donc on trouve aussi dans les composants évidemment scène 3D une caméra. J'y ai placé la caméra au centre. Enfin, oui, voilà, c'est sa position par défaut. Elle est au milieu de la scène et -5 sur l'axe Z.
Ça, c'est sa position par défaut. On est un petit peu en recul comme ça. Le DM, le T du mi du monde, j'avais appelé ça comme ça, c'est le demi, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, c'est juste un composant qui permet de, on va dire, de contenir d'autres composants 3D si on a des actions à faire sur un ensemble de composants 3D, une rotation, un déplacement, des choses comme ça. On peut les regrouper dans des demi, comme ça on ne fait bouger que le T du mi et tous les composants enfants vont bouger en même temps. Et puis le mesh de tout à l'heure, là j'ai renommé plus proprement, qui s'appelle M pour mesh et puis sol, parce que ça va être le sol de notre île. Grégory, Et puis, oui, juste une petite seconde, j'ai une question d'un jeune développeur oui. qui me demande un submap au lieu de lire directement map 8 map. Oui, alors moi là c'était juste pour avoir un bitmap et puis pouvoir, alors tout à l'heure, c'est un bitmap, hein, c'est juste le nom de l'objet là, moi. C'est un T-bitmap classique, mais c'est pour avoir en fait l'accès ici. Je récupère l'information du bitmap pour pouvoir le parcourir et aller récupérer des informations, les couleurs entre autres, à certaines coordonnées de pixels. À une certaine position dans l'image, je peux comme ça accéder aux informations de la couleur du pixel. Alors on me répond, mais 8 map est déjà un bitmap, non? Oui. Oui, après, après c'est moi l'habitude que j'ai comme ça. Oui, c'est vrai que j'aurais pu faire le IMAP directement là. D'accord. Alors le truc aussi, c'est que la fonction, en fait, je suis en train d'en faire des composants 3D de ces choses-là. Et du coup, il y a des choses qui vont peut-être être en doublon. Le fait d'avoir le IMAP de type bitmap en ressources, c'est essentiellement après pour pouvoir le déployer sur l'Android sans avoir à déployer les images à côté de l'exécutable. Là, j'ai les images, les ressources sont intégrées dans l'exécutable, comme ça, lors du déploiement sur Android, tout vient d'un coup. C'est essentiellement pour ça. Après, cette fonction-là, elle s'appellera pas créer dans le composant, mais elle utilisera son propre bitmap aussi. C'était pour là, voilà, ça s'est fait de manière, on va dire, empirique. J'ai d'abord fait la fonction, puis après la démo qui allait avec, et la démo pour que ce soit facilement transportable après sur Android ou macOS, sans avoir à déployer les images aussi, je les ai mises en ressources. Voilà. D'accord, merci. Hop, donc oui, j'avais rajouté une caméra. Le viewport, il a une caméra par défaut qui a une certaine position et orientation. Pour lui dire qu'on veut utiliser la caméra qu'on vient de définir plutôt que la caméra par défaut du viewport, il faut ici sur le composant viewport, on a une propriété caméra, donc il va nous proposer les différentes caméras qu'on aurait pu mettre sur notre formulaire, notre scène 3D. Et ici, après, décocher la case Using Design Camera, le mettre à false, et ainsi on aura à l'exécution le rendu vu depuis la caméra qu'on a positionnée. Le IMAP est plus grand. Je vais l'exécuter. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre de nouveautés? Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai deux couleurs. Hop, ça, je supprime. J'ai deux couleurs de positionner. Il y en a une en blanc qui est associée au mesh ici, matériel source, la couleur blanc, et l'autre qui est en rouge, enfin rouge, c'est la couleur crimson là, qui est en fait associée elle au ici sur le render. Donc cette fonction-là est appelée à chaque fois que le rendu est demandé sur le composant. Et ici, je dessine en fait toutes les lignes qui représentent les arêtes du maillage en fait. Et c'est là que je passe la couleur crimson.
Donc les couleurs des arêtes vont être dessinées en rouge, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Hop. Ici, j'ai rajouté aussi donc un layout en bas avec un trackbar sur la droite parce que l'objet de cette démo-là, c'est le déplacement. Donc le déplacement, c'est pour ça que on a posé une caméra, c'est que ça va être la vue de l'utilisateur et on va, avec ce trackbar-là, avancer ou reculer en fait, en fonction de la valeur du trackbar. Pour ce faire, donc ça n'a rien de bien compliqué. Sur le trackbar, on a un événement change parce que j'ai mis une variable vitesse qui contient en fait la valeur de la position du trackbar. Et l'animation, par contre, l'animation, hop, elle n'est plus rattachée au M-Sol parce que c'est plus une rotation que je veux faire du sol, c'est le point de vue d'utilisateur qui va avancer ou reculer dans la scène. Donc l'animation, je l'ai plus associée au T-Mesh, c'est plus une rotation, et pour qu'elle tourne sans arrêt, donc il y a la propriété loop qui est cochée, et je lui donne un nom de propriété, le tag, puisqu'il existe sur tous les objets en Delphi, et puis une start value à 0, une stop value à 1. Comme je ne change jamais la propriété tag, ça n'arrivera jamais à la stop value, ça continuera perpétuellement à fonctionner. Et dans l'événement, à chaque itération de cette animation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer la caméra sur l'axe Z en fonction de la valeur du trackbar. Alors voilà ce que ça donne quand on exécute. Donc là, le IMAP est plus grand, hein, c'est un 256 par 256. On le voit au maillage qu'il y a davantage de choses. Le trackbar est ici, et si j'avance, la caméra se déplace sur l'axe X. Je peux reculer aussi. Pour l'instant, je ne peux pas m'orienter. Hein, je n'ai fait qu'avancer ou reculer. Voilà ce que ça donne. Alors, ce qu'on peut améliorer aussi un petit peu, là, les sommets, du coup, c'est vraiment la hauteur des différents points de l'IMAP. Ça rend pas trop mal en fait là, mais on pourrait vouloir adoucir un peu les dénivelés, les aspérités, parce que c'est assez anguleux là. Donc il y a un moyen très simple de le faire. C'est une autre raison aussi de l'utilisation d'un autre bitmap que la IMAP elle-même pour pas devoir toucher à la IMAP, c'est qu'on peut flouter l'image IMAP. Du coup, il va adoucir, ça, on va éroder un peu le relief. Alors là, après, on lui donne ici la force, on va dire, du flou, mais c'est en jouant, après on fait ce qu'on veut. Et là, si j'exécute, donc l'image bitmap IMAP va être floutée, et du coup, ça permet d'éroder un petit peu, enfin un petit peu, ça dépend de la force du flou, le décor. Ça fait un peu plus naturel. Si je recule. Alors évidemment, si on recule trop loin, on voit là notre objet, on voit en entier là l'objet T-Mesh là, qui lui fait 256 par 256 là. Voilà pour la démo de déplacement. On va passer à la démo 3 qui est l'orientation. Donc là, ça va être un peu plus... Hop. Parce qu'en fait, l'orientation, on a notre déplacement, mais maintenant, il va falloir s'orienter pour choisir une direction. Hop. Alors, pour ce faire, donc toujours pareil, hein, la démo 3 reprend la démo 2, auquel j'ai rajouté des choses. J'ai rajouté en particulier des propriétés à la forme 1. J'ai rajouté la propriété un tPointF, en fait, ça va être les coordonnées du curseur de la souris. Je suis parti du principe, je vais vous montrer rapidement ici.
Pour l'orientation, je suis parti du principe suivant. L'utilisateur va cliquer à un point de notre interface, donc un point A. Il va maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé et le relâcher à un point B. Du coup, on va pouvoir savoir déterminer le petit L et le petit H qui vont permettre de dire, voilà, il y a eu un déplacement, là par exemple de A vers B, vers la droite de tant de pixels et de A vers B en hauteur de tant de pixels. Ça va nous permettre en fait de donner un angle de rotation sur les axes correspondants. L'axe petit l, en fait, en bougeant la souris dans ce sens-là, on va tourner autour de l'axe Y, et en montant la souris ou en descendant la souris, on va tourner autour de l'axe X. Ah oui, j'avais ici une petite démonstration avec l'orientation des axes sous FireMonkey. Je vais passer la petite présentation PDF, là, au format PDF, elle est accessible sur mon site à cette URL. Vous pouvez y accéder, la récupérer comme vous voulez. Il va y avoir aussi une notion de sensibilité de l'orientation. Je suis parti toujours du même principe en me disant que si l'utilisateur clique pile au milieu de notre écran, enfin de l'écran de notre fenêtre, et qu'il se déplace jusqu'au bord, par exemple à droite, il va faire une rotation autour de l'axe Y de 90 degrés. Pareil, s'il fait du point A à un éventuel point C qui se trouverait à l'opposé, ce côté gauche de l'écran, il ferait une rotation de moins 90 degrés. Donc cela fait que on a un rapport entre la largeur de notre fenêtre et la distance parcourue du pointeur de souris entre le point A et le point B. Ensuite, on a donc deux rotations à appliquer, une pour l'orientation droite-gauche et l'autre pour l'orientation haut-bas. Pour faire simple, j'ai décomposé en deux le mouvement. On va le voir de cette manière-là. Ici, j'ai le dummy qui représente le monde. Le sol, c'est le T-Mesh. Et là, j'ai mis en fait un dummy qui est l'orientation du joueur. Et alors, parce que je suis pas très doué pour le nommage des composants, mais un autre dummy enfant du premier qui s'appelle DMY joueur. Et la caméra n'est plus associée au monde, mais associée à ces deux dummies-là. On va appliquer une première rotation à ce dummy et la seconde rotation à ce dummy-là. Sans ça, je vais vous montrer tout à l'heure, on a un petit effet, on aura l'impression de pencher la tête. Voilà, pour rester simple. Et du coup, on a comment ça s'est implémenté. En fait, du coup, j'ai rajouté des propriétés à la forme. Une qui est la position de départ du curseur, puisqu'on va demander à l'utilisateur de cliquer sur l'interface. Donc, il faut avoir la position du curseur au départ du clic. Et après, quand il va lâcher le bouton, tant qu'il laisse le bouton enfoncé, on va s'orienter, se tourner le point de vue. Donc ça, c'est la position de départ au moment du clic. L'angle de vue, on va le bouger. Dès que la souris va se déplacer avec le bouton enfoncé. Et la direction, ça servira au futur déplacement pour savoir dans quelle direction on se déplace. Comment c'est fait? Hop, on va ici sur le viewport. Sur le viewport, quand on fait le on mouse down, on récupère, on regarde juste si le bouton gauche de la souris est enfoncé. Si c'est le cas, on récupère les coordonnées du pointeur de souris dans la nouvelle propriété qui s'appelle post départ curseur. Ensuite, sur l'événement onMouseMove, tant que le bouton gauche de la souris est enfoncé,
on va faire évoluer la propriété de la nouvelle propriété de la forme qui s'appelle angle de vue aux nouvelles coordonnées du pointeur de souris. Interaction IHM, ça c'est juste une petite aide, c'est que sinon on voit que ça saccade un petit peu si c'est pas fait. Quand on interagit avec le viewport, la scène 3D, c'est pour éviter quelques petits ralentissements, ça fait juste, c'est ce que j'avais mis d'ailleurs en commentaire, ça permet d'éviter quelques petites saccades dans l'animation. Hop, je reviens sur les propriétés. Donc angle de vue, on voit que quand c'est modifié, on va appeler la fonction set angle de vue, qui est là, on reprend ici les petits calculs qui avaient été faits ici, parce que je pars du postulat du coup que si on parcourt la moitié de la largeur de l'écran, on va tourner de 90 degrés. Ça veut dire que si on parcourt tout l'écran, ça fait 180 degrés. Et du coup, voilà la petite formule pour calculer l'angle Y et pareil pour l'angle X. C'est ce qu'on retrouve ici, ces petits calculs-là. Et ensuite, on va appliquer les rotations. Alors, on va décomposer la rotation en deux mouvements. Une qui va jouer sur un des deux du Mi et l'autre sur le second du Mi. Donc on va jouer sur la rotation du premier du Mi Y, c'est la différence entre le point A et le point d'arrivée moins le point de départ, les coordonnées X du point d'arrivée moins la coordonnée X du point de départ. Et puis pareil pour l'autre du Mi, mais cette fois-ci sur la propriété Y. La position de départ du curseur, évidemment, redevient celle qu'on vient d'avoir, la nouvelle qu'on vient de positionner. Et puis voilà, quand on bouge le curseur de souris, je vais exécuter, en maintenant le bouton gauche enfoncé. Voilà, ça tourne l'orientation de la caméra. Maintenant, on arrive à s'orienter, il faut avancer, c'est-à-dire se diriger dans la direction qu'on vient de positionner. C'est pour ça qu'il y a le get direction qui est fait. Cette fonction-là est aussi une propriété, enfin c'est le getter de la propriété direction que j'ai rajouté à la forme. La fonction est assez simple, en fait, je ne veux bouger que sur l'axe X et Z, c'est pour ça que Y est à 0 là, et là pour le coup je prends la position de la caméra qui est la position du joueur en fait, et je multiplie, c'est une multiplication matricielle, mais pour ne jouer que sur l'axe X et l'axe Z. Cette direction va nous être utile dans l'animation principale. Donc l'animation principale qui est là, dans laquelle on fait bouger la position du joueur. La nouvelle position du joueur, ça devient l'ancienne position plus la direction, c'est ce qu'on vient de voir, multiplié par la vitesse, la valeur du trackbar. Et là, on peut évidemment avec le trackbar avancer ou reculer comme tout à l'heure. Hop, je avance tout doucement. Et là, en tournant maintenant, je me dirige par là. Je me dirige par là. On peut faire le demi-tour. On peut, voilà. Là, je n'autorise le déplacement que droite-gauche. D'accord, l'orientation droite-gauche. J'ai pas donc je me déplace sur l'axe X et Z. Je ne me déplace pas en hauteur là. Vous voyez, si je vise vers le bas, je ne me rapproche pas du sol. Si je vise vers le haut, je ne vais pas décoller. Je reste à la même altitude là. Je voudrais jouer aussi sur la hauteur, il suffit juste ici, hop, de faire la multiplication matricielle avec,
le point de coordonnées 1, 1, 1. Et là, la différence, c'est que si j'avance comme tout à l'heure, là, je vais descendre. Je vais pouvoir remonter. Alors évidemment, ça dépend ce qu'on veut faire. Il y a des cas où si on veut faire une sorte de simulateur de vol, il faut pouvoir se déplacer sur les 3 axes. Mais là, l'objectif après, c'est de suivre les aspérités du sol. Donc, on va, comme si on marchait sur le sol, hein, on ne peut se déplacer qu'en tournant à droite ou à gauche. On va rester comme ça. Voilà pour la démo 3 qui était les déplacements et orientations. La démo 4, elle, ça va être justement l'interaction, la collision avec le sol. Donc on retrouve toujours le même principe. On a bien ici dans la direction, on ne va pas jouer sur la hauteur. Mais il va falloir quelques explications ici. Hop. Alors, très rapidement, notre objet T-Mesh, donc une collection de mailles qu'on peut représenter comme ça, comme une sorte de quadrillage. On a les points rouges, ce sont les sommets, les traits noirs. Là, on n'a pas toutes les arêtes parce qu'on va voir un peu plus tard, mais c'est pour simplifier là pour l'instant. Le joueur va se déplacer sur le panel qui est représenté vu de dessus comme ça, avec les points rouges, les hauteurs que nous avons calculées quand on a créé notre map. Le joueur va être posé au sol. Donc s'il est posé au sol sur un des sommets, très bien, on connaît exactement la hauteur du sommet. Mais s'il est placé entre 2 sommets, quelque part par là, par exemple, ça va être plus difficile. Il va falloir arriver à calculer une hauteur qui se trouve entre la hauteur de ce sommet-là et entre la hauteur de ce sommet-là. On va donc faire une interpolation en fonction des 2 hauteurs du sommet pour avoir quelque chose, une estimation à peu près correcte de la hauteur à laquelle se trouve l'utilisateur. Pour trouver, alors d'un point de vue développement là, à partir de notre objet mesh, pour avoir la hauteur du point concerné, il faut aller dans la propriété data, vertex buffer et vertice, où là on a en fait tous les sommets de notre T-Mesh. Et tous les sommets, là je vais indicer en orange les numéros, l'indice de chaque maille. On peut le recalculer en fonction des coordonnées X et Z. Voilà la formule pour retrouver le maillage qui correspond à la maille qui correspond à l'endroit où on se situe. On en récupère la propriété Z qui permet d'avoir la hauteur. Mais si on voit bien que si on se déplace là, entre ce point-là, en tel quel, si on se déplacerait de ce point-là à ce point-là, tout le trajet, là, on resterait à la même hauteur. Et quand on arrive à ce point, hop, là, on a une information comme quoi c'est une hauteur bien définie. On se positionnerait d'un seul coup à cette hauteur-là. Ça ferait un effet un peu marche d'escalier. Ça serait pas très beau. Donc, il va falloir adoucir ce changement de hauteur qu'il peut y avoir entre un sommet et un autre. Comment faire? Alors, on va zoomer sur une maille, en fait, parce que les mailles là qui étaient représentées, ça correspondait bien au quadrillage de notre T-plane avec les subdivisions, mais les cartes graphiques utilisent en fait des triangles pour les polygones qui sont manipulés par les cartes graphiques sont des triangles. Donc un triangle, qu'est-ce que c'est? C'est juste, voilà, on trace une diagonale dans notre maille et on a 2 triangles pour former un carré ou un rectangle. Pour parvenir du coup à savoir plus précisément la hauteur d'un point donné, il va falloir on va déterminer dans quel triangle se trouve le joueur, et en fonction de ça, on va pouvoir faire une interpolation à partir des 3 hauteurs des sommets du triangle. Les 3 hauteurs des sommets, on les connaît, et on va faire une interpolation pour déterminer, en fonction de la position exacte où se trouve le joueur, une approximation
mais la plus proche possible de la hauteur du joueur. Pour ça, alors là j'ai zoomé un petit peu plus encore sur la maille. On peut, donc en traçant la diagonale du carré, on a donc les deux triangles. Il faut savoir si on est dans le triangle ABD ou dans le triangle BCD. Pour ça, une petite chose très simple, c'est que si on se trouve sur la diagonale, la droite orange, là, on voit que x, si on est sur la droite orange, x est égal à 1 moins z. 1 étant la distance, la largeur de la maille. Donc si x est inférieur à 1 moins z, ça veut dire qu'on se trouve, le joueur se trouve dans la maille ABD, sinon il se trouve dans la maille BCD. Avec ça, je vais vous montrer, hop, je l'ai là, c'est le lien ici sur Wikipédia, parce que c'est pas moi qui ai inventé les calculs. Après, la méthode pour le calcul d'interpolation, une fois qu'on a ces trois valeurs, c'est la méthode des barycentres qui est ici expliquée. Alors c'est en anglais, mais tout est expliqué ici. Les calculs sont expliqués ici. Et moi, j'ai utilisé ces fonctions, enfin ces calculs-là. Hop là, j'arrive pas à sélectionner comme je veux, mais voilà, ces trois lignes-là. Donc maintenant qu'on sait ça, dans la pratique, ça donne... qu'est-ce que j'ai comme message? Dans la pratique, ça donne ceci. J'ai fait une fonction qui s'appelle barycentre, qui est justement le calcul des barycentres. Grégory, oui. Pardon, oui. Excuse-moi juste une seconde, je t'interromps quand il y a des questions, peut-être parce que c'est propre au timing en fait. Quels sont les liens des projets et sources PDF, on me demande? Les liens des projets. Ah, et le PDF. Le PDF, ça explique. Alors, il y aura. Hop, ça va expliquer. Il y avait dans le PDF lui-même. Là, c'est la première démo. L'explication de la IMAP, comment ça fonctionne. Ensuite, les déplacements et orientations, ça c'est la démo 2 et la démo 3 qui expliquent ces choses-là. Oui. Et après, il y a la gestion des collisions, c'est la démo 4, celle que je suis en train de présenter. Et puis après, il y a les bonus derrière. D'accord. Voilà. Donc là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ça, c'est l'implémentation bête et méchante de ces calculs-là, de ces trois formules-là. Donc on passe en paramètre à la fonction barycentre les 3 points. Ça sera les points des sommets et la position du joueur. Et après, j'ai fait une fonction qui s'appelle calculer hauteur, qui, elle, en fonction de la position du joueur, va déterminer si on est dans le triangle dans le triangle, là, si je reviens sur le schéma ABD ou BCD. Et en fonction de ça, j'appelle la fonction barycentre avec en paramètre les coordonnées des sommets correspondants. Ça me renvoie une hauteur qui a été calculée, que je mets à l'échelle parce que quand on a créé l'IMAP, le T-mesh résultant, on l'a taillé à une certaine hauteur. Donc il faut remettre à cette échelle-là la hauteur calculée. Et puis voilà, la fonction calculer hauteur renvoie un single qui est la hauteur calculée. Ceci est appelé dans l'animation principale maintenant, où là, on va déplacer on avait le déplacement de la position du joueur, ça reste comme avant. Mais maintenant, on va vérifier que la hauteur du point de vue, c'est la hauteur calculée en fonction de la position en X et Z de la position du joueur. Ça donne ceci.
Alors, par rapport à tout à l'heure, c'est la même IMAP, c'est le même, sauf qu'on est posé, alors pas tout à fait à même le sol parce que j'ai défini ici une variable qui s'appelle taille du joueur, c'est la hauteur du joueur. Pourquoi? Parce que si on s'approche d'un endroit où assez abrupt, la caméra pourrait passer derrière le sol et du coup c'est pas un très beau rendu. Là, on est à une certaine hauteur du sol, mais on va suivre les aspérités du sol lors des déplacements. Là. Hop, ça descend, ça remonte. On ne passe plus à travers le décor. Voilà pour cette démo-là. Et comme l'heure avance, je vais plus rapidement. Là, c'était les démos principales, on va dire. La démo 5, comme on avait indiqué que c'était une île en 3D, on va rajouter juste deux petites choses là. Une source de lumière qui est orientée à la main. C'est voilà, tout simple. Et une texture de type, donc un matériel de type T-Light Material Source. C'est-à-dire que ça va être une image que j'ai mise ici. C'est la texture qui va s'appliquer sur le sol, que j'ai trouvé sur Internet, c'est pas moi qui l'ai faite. Et T-Light Material Source parce qu'elle va réagir justement à la lumière, la direction de la lumière, juste en appliquant du coup la texture sur le sol, ici, par la propriété Material Source du T-Mesh. Quand j'exécute maintenant, puis là, oui, dans cette démo-là, j'ai commenté, je ne dessine plus les arêtes des mailles en rouge. Voilà. Là, c'est le même T-Mesh que tout à l'heure, sur lequel la texture est appliquée. On voit des petits effets d'ombre là, c'est la lumière, la source de lumière qui fait que voilà, il y a des ombres de calculer sur l'objet. Évidemment, on peut s'y déplacer aussi. Hop. Je passe un peu derrière. Alors évidemment, il a une taille, le T-plane est carré, donc on voit pas très loin à l'horizon, mais voilà, ça permet quand même de générer un petit décor assez réaliste. Ensuite, on peut continuer à jouer. Comme c'est une île, hop, une île est entourée d'eau, donc on va rajouter de l'eau. Alors assez simplement, puisque là j'ai rajouté dans mon monde, hop, sur le sol, j'ai rajouté un nouveau T-plane qui correspond en fait à la mer. Donc ça va être un carré, un T-plane plus grand que le T-mesh. Et je lui ai affecté une nouvelle texture aussi, qui est une texture, hop, ici, qui ressemble à de l'eau, à la mer. Et il y a quand même quelque chose aussi, c'est que sur ce T-plane, on va calculer dynamiquement. Il est subdivisé aussi. Alors, moins précisément que pour le T-plane qui a servi au T-mesh, mais je l'ai subdivisé en hop. Ah oui, c'est dans le code que j'ai dû le subdiviser. Hop, si c'est pas fait là. Voilà, c'est en 75. 75 par 75. Hop, ça veut dire qu'il va y avoir voilà, le panel, le plane de la mer va être subdivisé en 75 par 75. Donc il y aura 75 fois 75 sommets et on va jouer sur la hauteur de ces sommets pour donner des impressions de vagues un petit peu. Et ça c'est fait ici. On va calculer en fait, j'ai fait une fonction, une procédure pardon, qui s'appelle calc-mesh pour calculer les hauteurs des mailles parce que ça va servir pour autre chose après, pas que pour la mer. Mais on lui passe le T-plane sur lequel on veut agir. On va lui passer différentes informations. Ça va être en fait comme une onde qui se déplace. Donc il faut une origine à cette onde. Il va falloir une puissance et une
une fréquence, on va dire. Et du coup, là après, ça va être justement, alors il y a des tableaux parce qu'il pourrait y avoir le code source que j'ai trouvé pour faire ça, c'était sur EDN Embarcadero. J'avais mis le lien là dans les commentaires. On peut mettre plusieurs sources en fait à notre onde. Et du coup, voilà, on peut faire pas mal d'effets. Là, je n'ai qu'une source, donc il n'y avait pas besoin de passer par un tableau. Mais bon, le code, je l'ai repris du site Embarcadero. Si vous voulez plus de détails, vous avez le lien en commentaire dans le code source. Et donc là, en fait, on va, pareil que tout à l'heure, quand on a initialisé le IMAP là, avec le TMesh, on va jouer sur la hauteur des sommets, mais on va jouer sur la hauteur de manière dynamique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va... Alors là, je l'ai appelé dans le on-render. Donc c'est à chaque fois qu'on va calculer le rendu de l'image, il va recalculer les hauteurs des sommets des vagues. Voilà ce que ça donne. Alors voilà, on voit là, par exemple sur la petite rivière ici, ça joue sur les hauteurs du maillage. Si je me mets sur une colline un peu plus haute, voilà ce que ça fait. Et le T-plane qui sert à la mer, on le positionne à la hauteur qu'on souhaite par rapport au T-mesh pour plus ou moins inonder le T-mesh. Enfin, après, on le règle comme on le souhaite. Voilà ce que ça peut donner. Le bonus 2, le bonus 3. Hop, je passe un peu vite parce qu'il y a encore un autre bonus après. Démo 5 bonus 3. Et là, alors pour ceux qui suivent un peu sur développer.com, j'avais déjà fait ça dans une démo que j'avais mise en ligne sur développer.com, c'était sur le feu. On va rajouter en fait la notion de nuage. Donc là, pour les nuages, j'ai rajouté trois textures material source. Donc là, ceux-là ne réagissent pas à la lumière, ce ne sont pas des light material source, c'est juste des textures. Et ce sont des textures de nuages que j'ai trouvées sur Internet. Donc, ce sont des PNG à l'origine, donc il y a un canal de transparence. Il y a trois textures, trois formes de nuages, trois textures de nuages différentes. Et hop, ça doit être ici. J'ai fait une procédure qui s'appelle générer nuages. Les nuages, je les génère dans un TDUMI, voilà, un nouveau TDUMI que j'ai appelé DMY nuage. Ça va être le composant parent, le conteneur des différents T-planes que l'on va créer de manière dynamique. Et alors, j'en crée une 40 et je les crée dynamiquement avec beaucoup d'aléatoires en fait, puisqu'on va faire déjà un appel à de l'aléatoire pour déterminer quelle texture on va leur appliquer. Ensuite, je mets de l'aléatoire aussi pour la position et l'orientation du T-plane. Le T-plane, voilà, il va être parallèle au sol et il va avoir une orientation aléatoire. Et une fois qu'on a créé les 40, parce que j'ai limite à 40, le 40 T-plane pour faire les nuages, on va les faire bouger sur l'axe X. On va les faire bouger. Là, pareil, avec un petit peu d'aléatoire, c'est juste la vitesse qui va être un peu plus rapide des nuages qui vont être plus bas et la vitesse des nuages plus élevée sera un peu plus lente. Et une fois que les nuages atteignent une certaine position sur l'axe, le T-plane atteint une certaine position sur l'axe X, il disparaît et on le refait apparaître à une position moins X pour qu'il repasse à nouveau dans le ciel. Et ça donne ceci.
Voilà, donc là il y a des nuages. L'opacité aussi du nuage est aléatoire. L'orientation, la position et l'opacité. Et quand les nuages atteignent une certaine distance, hop là, on va les voir disparaître un à un. Et il y en a des nouveaux qui vont être calculés et apparaître au côté opposé, au loin, à l'horizon. Pareil, de manière aléatoire sur cet horizon lointain là-bas. Donc au final, ça fait un rendu qui est pas trop mal avec le peu de lignes de code qu'il y a. Et il y a quand même, on suit l'aspérité du sol, et ça tourne plutôt pas mal. Oui, parce que mon ordinateur, je l'ai pas dit, mais c'est un PC portable qui n'a pas de carte graphique dédiée. C'est le CPU Intel qui a une puce HD 620, moi. Et ensuite, la dernière démo finale, où j'ai rajouté à nouveau des petites choses encore, c'est celle-là. Là, j'y ai rajouté, en fait, Delphi permet, FMX, là, permet aussi de charger des objets 3D qu'on peut trouver, qu'on peut construire avec des logiciels de modélisation. Alors, je n'ai plus en tête, je regarde à côté ce que je m'étais noté. Il y a les formats OBJ, DAE et ASE sont reconnus par défaut, nativement par FMX. Là, j'ai utilisé un objet OBJ que j'ai trouvé sur Internet. Ça va être des palmiers, en fait, que j'ai rajouté dans cette démo-là. Voilà, là, il y a des palmiers qu'on voit ici. Donc c'est pas moi qui les ai faits, mais c'est trouvé sur Internet, et des objets classiques, des objets 3D qu'on peut intégrer nativement avec Delphi dans une application 3D. Et il y a un petit drapeau que j'avais constitué moi-même, c'est un mât, donc c'est juste un cylindre. Le cylindre, c'est une des formes géométriques 3D qui sont disponibles nativement aussi. Et à nouveau un T-plane ici pour faire le drapeau avec la texture du logo Delphi dessus. Voilà, et on peut faire bouger évidemment le T-plane comme on fait bouger la mer en calculant les hauteurs des sommets, on peut faire bouger le drapeau de la même manière. Et là, dans cette démo-là, parce que l'heure est même passée, il y a gestion des collisions avec le drapeau et les palmiers, les objets 3D. Donc là, le système de collision que j'avais choisi, c'est le plus simple. C'est les bounding box, c'est-à-dire que on va voir si la position du joueur n'entre pas en collision avec la boîte, entre guillemets, qui englobe l'objet 3D. Parce que c'est pas une méthode de collision très précise, mais c'est la plus simple à mettre en œuvre. Et puis là, pour le cas d'exemple, ça suffit largement. Et pour ceux qui veulent, j'ai utilisé la même technique que celle utilisée dans le tutoriel. Je cherchais le mot que j'avais fait sur développer.com, que je mets à l'écran là, qui était une reprise d'un vieux jeu vidéo à l'époque des Atari ST Amiga 500, qui j'avais nommé FMX Corridor parce que le jeu d'origine s'appelait Light Corridor. Et donc là, c'était ça c'était l'objet du tutoriel, ça c'est le jeu d'origine. C'était un déplacement dans un tunnel en 3D avec des obstacles et une balle qui rebondit, et l'utilisateur a la raquette symbolisée par le carré blanc là, et il faut renvoyer la balle au fond du tunnel. Et du coup, là, il y a la gestion des collisions aussi est faite de la même manière. Et il y a plus de détails dans ce tutoriel pour savoir comment c'est fait. Et ici aussi, dernier point sur cette dernière démo, j'affiche le nombre d'images par seconde dans la barre de titre. Voilà, donc on retrouve les nuages, l'eau, le sol, les palmiers. Et si je vais me déplacer sur le mât du drapeau, là, on s'arrête parce qu'on est en collision avec l'objet qui se nomme ces drapeaux. Si je me redéplace vers les palmiers,
Hop, là je suis en collision avec le palmier 3 par exemple, voilà. Si je le fais en plein écran sur mon PC, ça va ramer un peu plus. Voilà, là je descends. Ah non, ça tourne encore. Je ne sais pas ce que ça peut donner avec la prise à distance, mais je tourne à 36 images par seconde. Là. Si je le mets dans une fenêtre un peu plus petite, là je suis à 54, 56 images par seconde. Il y a aussi, si on veut, alors il n'y a aucune optimisation là du IMAP. Hein. Il y aurait plein de choses à faire. Il y a des choses que je suis en train de faire justement dans un composant 3D que je suis en train de faire sur le IMAP. Quelques optimisations pour ne calculer que pas tout le IMAP, mais que ce qui est affiché à l'écran. Et plus c'est loin de l'utilisateur, moins ça va être précis. Donc ça serait des mailles plus grandes quand on est loin du point de vue de l'utilisateur pour avoir moins de calculs à faire. Ça, c'est pas encore au point. Donc je vais pas le montrer. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que sur le composant viewport, par défaut, il a la propriété multisample à fort sample, c'est-à-dire que c'est un anti-aliasing 4x. On peut mettre en 2x ou aucun aliasing. Là, ça améliore un peu les performances, mais ça, on voit des petits effets d'escalier du coup forcément sur... Ah, pourquoi? Ah bon, évidemment, c'est l'effet démo. On voit des petits effets d'escalier sur évidemment sur les. Alors là, je l'ai réactivé donc on le voit pas, mais les bordures, quand ce n'est pas quelque chose qui s'aligne parfaitement avec le quadrillage des pixels de l'écran, ça forme des petites marges d'escalier. Quand c'est pas flouté, mais j'ai perdu le nom. En gros, on va dire que c'est un petit algorithme qui permet de flouter les bordures pour limiter cet effet d'escalier. Là, on ne les voit pas. Quand c'est à multisample à none, il n'y a pas ce petit effet de flou sur les bordures. Du coup, on voit l'effet d'escalier, mais ça permet d'améliorer les performances du rendu. Voilà, on peut tout ce que j'ai montré là jusqu'à présent, on peut aussi, alors là, si j'espère que tout à l'heure ça a marché en faisant le test, je vais vous le montrer. Hop, est-ce que je peux faire un flow sur mon téléphone Android? En fait, est-ce que je vais récupérer l'écran de téléphone par là? C'est bon. Hop. Démo il. Alors évidemment, il faut que j'inverse. Voilà. Alors là, comme je disais, il n'y a pas du tout d'optimisation, donc c'est bien plus lent sur mon Android. Il y a des optimisations à faire, hein. Et en plus avec le partage d'écran, etc. Ça risque, voilà, ça rame un peu quand je vais me déplacer, je m'oriente. Hop là, j'ai lâché l'écran un peu trop loin là. J'ai bougé un peu trop vite là. Hop. Je vais revenir là. Ah. Bon là ça rame beaucoup, mais voilà, il y a des optimisations à faire après. Sous Windows, ça tourne plutôt bien. Sur Android aussi, mais là il y a des optimisations à faire. Mais les codes sources que vous pourrez trouver sur ma page, sur mon GitHub, vous pouvez les utiliser et vous verrez, vous pouvez compiler sur Mac, sur Android.
sur Windows. Après, iOS et Linux. Linux, j'ai pas encore essayé et iOS, je n'ai pas de matériel iOS pour tester, donc. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison, ça devrait fonctionner. Voilà. Et puis, voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Et puis je laisse voilà la page de mon site web. Le GitHub est là. Et c'est ici, il3D, où vous retrouverez les différentes sources des différentes démos et une capture d'écran de chacune des démos. Voilà. Donc il n'y a pas de questions pour l'instant. Grégory, j'ai endormi je t'ai donné ça. Il y a une. Non, il y en a eu d'autres en fait auxquelles j'ai répondu en fait au fil de l'eau. Donc il y a pas de problème. J'ai essayé de pas t'interrompre toutes les 5 minutes. Comme ça que c'est assez sympa. Voilà, donc tu as déjà pas mal de messages de remerciements. Je précise qu'on rediffusera toutes les infos en fait et sources de Grégory. On enverra tout ça à tous les participants. Voilà. Donc, si vous avez des questions, on a encore une minute ou deux. Voilà, donc je suis en train de lire tous les remerciements. Je te transmettrai ça, Grégory, comme ça. Ouais. 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 Donc, Grégory, qu'on retrouvera peut-être sur d'autres webinaires, sur des présentations en live. Il est déjà venu, il reviendra nous voir. On a des retours à chaque fois très positifs. Donc, donc voilà. J'étais en train de lire les questions. Et puis, voilà, non, il y a énormément de remerciements. Sinon, je vais clôturer. Grégory, je vais juste reprendre la main une toute petite seconde. Alors moi, une minute parce que je sais pas si on voit mon écran, j'ai dû basculer. C'est bon. Ouais. Oui, je vois ton écran. J'ai basculé. Alors j'ai parlé des licences Community Edition et des licences gratuites tout à l'heure, mais on vend des licences également. Et actuellement, on a 15% de remise sur toutes les licences Delphi, C++, Builder et Rad Studio jusqu'à fin de mois ou 36 mois de souscription offert, ce qui est pas négligeable. Donc on a 3 ans de souscription inclus si vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous contacter s'il y a besoin. Et puis vous avez nos coordonnées. Moi, je vais clôturer en remerciant Grégory parce que c'était très très intéressant, clair et vu tous les remerciements, je pense que tout le monde était content. Donc voilà, à revoir peut-être sur un autre sujet. Donc Grégory, je te remercie. Je remercie à tout le monde pour avoir participé et puis pour être resté connecté jusqu'à la fin. Et je vous dis à une prochaine fois. Et puis voilà, bonne journée à tout le monde. Bonne journée.